Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Néocosmo et pour être totalement honnête avec vous, il faut que vous sachiez que... Vous m'avez manqué! Bon, je suis désolé, je vais parler du nez pendant toute la vidéo, mais je suis un petit peu malade. Quand je discute de politique avec quelqu'un qui n'est pas, disons, ultra documenté, je me rends compte qu'il y a un problème récurrent. Beaucoup de gens n'ont pas connaissance de notions fondamentales. Par exemple, si je vous demande dans quelle forme de société vivons-nous, qu'est-ce que vous me répondez? Alors, si vous me dites en démocratie déjà, vous avez perdu. Si vous répondez capitalisme, c'est un bon début, mais il manque un petit quelque chose qui va avec, le néolibéralisme. Nous sommes dans une société néolibérale et tout découle de cette idéologie. Du coup, je pense qu'il est absolument nécessaire qu'on fasse un point sur ce qu'est le néolibéralisme et sur la façon dont il gouverne nos sociétés. Bon alors, je vais volontairement faire l'impasse sur toute une partie historique, parce qu'habituellement on fait remonter l'idéologie libérale au siècle des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, qui va ensuite donner l'économie libérale et bien plus tard le néolibéralisme. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de comprendre les racines de ce que l'on vit aujourd'hui, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remonter aussi loin dans le temps, on va plutôt démarrer avec la Seconde Guerre mondiale. Tout de suite après la fin de la guerre, il faut constituer des nouveaux gouvernements et relancer la France. Le souci, c'est qu'on n'a plus vraiment de confiance envers les entreprises. Et oui, elles ont massivement collaboré, et il y a une sorte de prise de conscience à cette époque où on comprend que les mecs à la tête des grands groupes industriels, ils n'ont pas vraiment de valeur ou de morale, la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Et la guerre, ça leur fait gagner beaucoup d'argent. Je ne vais pas tous les citer, mais dans les plus connus, il y a BASF, Bayer, Porsche, Mercedes, Ferdinand Boss, le fondateur d'Hugo Boss, Siemens, en France c'est Louis Renault qui est sympathisant du petit moustachu, et dans les moins connus, il y a par exemple BMW qui était détenu par la famille Quandt et qui a utilisé plus de 50 000 personnes issues des camps de concentration pour du travail forcé dans leurs usines. Il y a aussi Dr Oetker qui avait négocié des contrats avec le Troisième Reich, les banques qui prêtaient de l'argent. Bref, je vais m'arrêter là parce que la liste est beaucoup trop longue. Et oui, pour prendre la tête d'un pays et faire la guerre, il faut des moyens matériels, des moyens financiers et de l'influence. Il ne suffit pas d'avoir une petite moustache et une mèche sur le côté. Bref, on n'a plus confiance en ces grandes entreprises et on doit reconstruire le pays. Eh ben ça tombe bien parce qu'il y a une théorie économique intéressante à cette époque, c'est l'économie keynésienne. Le nom vient de son inventeur, l'économiste anglais John Maynard Keynes. Dans son livre Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, il explique que les marchés ne peuvent pas résorber à eux seuls le chômage et que l'État doit intervenir pour soutenir et réguler ces marchés. Alors ça peut paraître un petit peu flou dit comme ça, mais en gros ça veut dire qu'il faut libérer les citoyens du besoin et les protéger des aléas de la vie en créant une véritable sécurité sociale. En France, ça va être une véritable révolution. En quelques années, on crée le régime général de retraite, la sécurité sociale, on remet en place les conventions collectives en 1950, on fait un truc incroyable en 1952, on va indexer tous les salaires sur l'inflation. C'est-à-dire que si le prix de l'énergie, de la nourriture, de l'immobilier, etc. augmente, c'est pas grave, votre salaire augmente d'autant pour compenser la hausse. Quelques années plus tard, en 58, c'est la création de l'assurance chômage. La France nationalise une partie de l'industrie française, dont Renault, dès la fin de la guerre. Bref, la politique de l'époque consistait à générer du service public dans le but de créer un État-providence. Voilà comment on peut résumer la politique d'après-guerre. Prélever des impôts et des taxes et fournir en échange un service public de qualité. Et oui, parce qu'à l'époque, on taxait autant qu'aujourd'hui, peut-être même moins d'ailleurs, mais en retour, il y avait de sacrées entreprises publiques. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y avait Saint-Gobain, Total, TF1, Renault, la Société Générale, Paribas et BNP qui fusionneront une fois privatisés, la Compagnie Générale d'Électricité qui deviendra Alcatel, le groupe Suez, Elf, toutes les autoroutes de France, le Crédit Lyonnais, Air France, CIC, France Télécom, bref. En échange des impôts payés par les Français,
le gouvernement générait des entreprises publiques dans le but d'enrichir la nation. Toutes ces mesures étaient dirigées par le CNR, le Comité national de résistance, soutenu par la CGT réunifiée et le SFIO, qui est l'ancien parti socialiste. Mais le vrai parti socialiste, pas ceux de maintenant, quoi. Le SFIO considérait les nationalisations pas seulement comme des mesures sociales, mais aussi des mesures patriotiques. Et un ministre du nom de Maurice Thorez dira que c'est le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés. Tout va très bien se passer à la sortie de la guerre, l'État va créer une grande industrie nationale, va augmenter le pouvoir d'achat des Français qui ont désormais une sécurité sociale qui les soutient en cas de pépin. Bref, ce système fonctionne très bien. Mais pour perdurer, il doit contenir le chômage à un taux extrêmement bas. Le problème, c'est que dans les années 70, il y a quelques crises et ça va pas mal changer les choses. Alors, il faut savoir que bien avant les années 70, cette idéologie keynésienne, qui consiste à redistribuer les richesses du pays sous forme de services publics, a son opposé, le libéralisme économique, qui deviendra le néolibéralisme. C'est une idéologie qui est née aussi après la guerre en réaction au keynésianisme, et elle est portée par des personnes comme Friedrich von Hayek et un petit peu plus tard Milton Friedman. Friedrich von Hayek est un libéral, il considère donc que nous ne sommes pas dans une société globale, mais que nous sommes plutôt un groupe d'individus uniques avec des besoins. Et pour répondre à ces besoins, il explique qu'il n'y a qu'une solution, les marchés régis par la loi de l'offre et de la demande. Selon lui, une société type socialiste ou communiste ne peut pas savoir quel est le besoin de chaque individu, seuls les marchés privés le peuvent. Pour lui, le marché est le système d'information le plus sophistiqué. Pour que cette idéologie devienne concrète, il faut donc 3 points essentiels. Privatiser l'intégralité des services publics pour qu'ils soient placés sur des marchés financiers. Ces marchés doivent être dérégulés, c'est-à-dire régulés par l'offre et la demande. Et il faut réduire, voire supprimer la capacité d'intervention des États. Alors évidemment, une société privée où l'État n'a pas de pouvoir et où tout est géré par des grandes entreprises privées, ça intéresse pas mal certaines personnes qui ont déjà beaucoup d'argent. Certains milliardaires américains vont donc financer les travaux qui vont dans ce sens et infiltrer les universités américaines dans les années 50-60 dans le but d'imposer tout doucement cette nouvelle forme de société dans la tête des futurs grands penseurs. Le libéralisme va rester planqué dans l'ombre pas mal de temps et va profiter des différentes crises des années 70 pour s'imposer. Crise du dollar, crise du pétrole, le chômage augmente, le monde économique est secoué, c'est le moment parfait pour prendre le pouvoir. Pour commencer, on va filer un prix Nobel d'économie à Friedrich von Hayek en 1974. Comme ça va donner de la crédibilité à ses travaux. La même année, le baron Kate Joseph va créer le Center for Policy Studies, un think tank ultralibéral qui va compter dans ses rangs une certaine Margaret Thatcher. Cette même Margaret Thatcher va remporter les élections générales britanniques en 1979 et qui va-t-elle nommer en tant que secrétaire d'État à l'industrie? Kate Joseph. La boucle est bouclée. Aux États-Unis, c'est Ronald Reagan en 1980 qui va imposer le néolibéralisme, avec notamment un responsable financier très influent du nom de David Stockman, qui était un disciple de Friedrich von Hayek. Est-ce que vous savez quel est le premier président français qui a imposé le néolibéralisme et qui va commencer à privatiser toute la France? François Mitterrand, un socialiste. Il est élu en 1981 avec la promesse d'une 5e semaine de congés payés, la nationalisation du système bancaire français, la poursuite de la nationalisation d'une grande partie de l'industrie française. Bref, il arrive avec un programme totalement keynésien. Il est tellement keynésien que Bernard Arnault, l'actuel propriétaire de LVMH, quitte la France en 1981, juste après l'élection de Mitterrand, pour aller faire des affaires aux États-Unis. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, il va revenir en 1984, le temps de comprendre que Mitterrand était en fait un ultralibéral qui se cachait derrière une image de keynésien. À partir de 1983 arrive le tournant de la rigueur et avec lui un néolibéralisme agressif. D'ailleurs, c'est marrant parce que Bernard Arnault quitte la France en 80 quand les socialistes arrivent au pouvoir
et il rentre en 84 une fois que Mitterrand lance le grand tournant de la rigueur. C'est comme s'il savait que cette rigueur-là, ça le concernait pas vraiment en fait. Il y a un truc important qu'il ne faut surtout pas oublier. Le néolibéralisme, c'est une idéologie. C'est un modèle de société issu de la pensée de l'homme. C'est important de garder ça à l'esprit parce que ça veut dire qu'il y a d'abord une volonté d'imposer ce modèle de société et ensuite il y a les justifications et les arguments qui viennent avec. Et je dis ça parce que j'entends souvent des gens dire que finalement notre société actuelle est le seul modèle viable économiquement parlant et qu'on pourrait pas vraiment faire autrement, que la loi du marché, l'offre et la demande, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Alors non, déjà nous sommes dans une société capitaliste qui a à peine 200 ans et actuellement nous sommes dans une forme de néolibéralisme qui a environ 50 ans. Il existait des autres formes de société avant et il en existera après. Parce que oui, à un moment donné, ça va s'arrêter. Tout ça pour dire qu'un gouvernement qui privatise à tour de bras ne peut pas dire qu'il privatise à tour de bras. Il faut qu'il crée tout un récit autour de ces privatisations pour les faire accepter par le peuple, ou en tout cas par les gens qui les écoutent encore. Donc si vous écoutez un ministre ou un président vous expliquer pourquoi on privatise massivement les entreprises publiques, il ne va pas vous dire que c'est parce qu'il est un ultralibéral et puis qu'il travaille pour l'intérêt des milliardaires qui eux vont se gaver avec ces entreprises. Et non, il va vous dire que ce service public coûte beaucoup d'argent aux contribuables et que le fait de le vendre permettrait de gagner un petit peu d'argent et de se constituer un trésor de guerre, ou alors redonner du budget aux hôpitaux, aux écoles ou je ne sais quoi. Bref, il va créer un discours pour rendre cette privatisation acceptable à vos yeux. Tiens, d'ailleurs, on va se faire un petit point sur le nombre d'entreprises publiques de Mitterrand jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, c'est sympa. Je pars du point le plus élevé en 1986. La France possédait 3224 entreprises publiques et les fonctionnaires représentaient environ 10% des emplois en France. Dès l'année suivante, on est tombé à 1990. On a perdu plus de 1200 entreprises en un an. Pour info, ça fait 103 entreprises publiques privatisées par mois. Voilà. Il y a une petite remontée dans les années 90 et ensuite tout s'effondre jusqu'à atteindre le point le plus bas en 2007 avec 850 entreprises publiques et les fonctionnaires ne représentent plus que 3,5% des emplois en France. Les gouvernements successifs ont privatisé 2374 entreprises publiques, c'est-à-dire créées avec l'argent de nos impôts, et ils ont fait passer le taux d'emploi public de 10 à 3,5%. Ensuite, on voit la courbe qui remonte curieusement pour atteindre 1632 entreprises en 2014. Alors ça peut paraître contradictoire, mais en réalité, ce ne sont pas des créations d'entreprises publiques ou des nationalisations, ce sont des subdivisions des entreprises existantes en une multitude de petites entreprises. D'ailleurs, si on regarde l'évolution du nombre de fonctionnaires, il passe de 3,5% en 2007 à 3% en 2014. Le nombre d'entreprises augmente de 92%, mais les emplois diminuent de 0,5% et ils essaient de nous faire passer ça pour de la création de services publics. Maintenant que je vous ai posé toutes ces infos, il y a deux questions intéressantes à se poser. La première, est-ce que vous aviez déjà entendu parler du keynésianisme ? Je pense que vous n'allez pas être nombreux à répondre oui. Et c'est bizarre parce que tout le monde a déjà entendu parler du libéralisme ou du néolibéralisme, mais très peu de gens ont entendu parler de son opposé, le keynésianisme. On essaie de nous le cacher ou quoi ? La deuxième question, c'est évidemment, est-ce que c'est un bon modèle de société ou pas ? Alors, on va déjà se mettre d'accord sur un point, c'est que le néolibéralisme, comme toute autre forme de société, est avant tout une idéologie. Oui, je sais, je me répète un peu, mais c'est important de le comprendre parce que d'abord, vous avez une idée de la société que vous voulez bâtir et ensuite, vous mettez en place une économie, des mesures sociales, etc. C'est dans ce sens-là que ça marche et pas dans l'autre. Ça veut dire que si vous pensez que la société est un ensemble d'individus uniques et que chacun doit se bouger pour trouver un boulot, augmenter sa culture, entreprendre, acheter sa maison, etc., le néolibéralisme peut tout à fait vous convenir. A l'inverse, si vous pensez qu'une société est un tout indivisible, que l'on doit agir pour le bien commun et pour la dignité de tous,
alors le néolibéralisme n'est pas fait pour vous, mais alors pas du tout. Personnellement, je suis profondément anti-libéral et je vais vous donner 2 ou 3 raisons pour lesquelles ce modèle est dangereux. Première raison, les gouvernements n'ont plus de pouvoir, et par extension, nous non plus. Plutôt que de prendre 3 plombes pour vous le démontrer, je vais mettre une petite interview de celui que je considère comme le mal incarné, Jacques Attali. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons, d'abord. Pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les 2 dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie nucléaire, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grande infrastructure ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Je résume rapidement. Une grande partie de l'économie est devenue européenne à cause de l'euro, les grands investissements ne sont plus dans l'État à cause de la décentralisation, plus de politique industrielle possible à cause des privatisations, et le marché l'a emporté très largement à cause de la globalisation. Voilà. En gros, aujourd'hui, un président et son gouvernement n'ont plus de pouvoir. Et vous allez peut-être vous demander, mais qui a pris ce pouvoir qu'ils ont perdu ? Allez-y. Réfléchissez, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, pensez-y au moment du second tour des prochaines élections présidentielles, quand vous serez contraint de choisir entre Vincent Bolloré ou Bernard Arnault. Le président n'a plus de pouvoir, et nous non plus. Deuxième raison, les inégalités. Certes, elles existaient avant, elles existeront toujours, mais là, on a atteint des niveaux inimaginables. En France, on frise les 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce qu'ils ont récemment essayé de réduire ce chiffre de manière tellement vicieuse que je peux pas passer à côté de ça. Le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian d'un pays. En gros, on calcule le revenu moyen dans un pays et on considère que ceux qui ont moins de 60% de ce revenu moyen sont dans la pauvreté. Avec la crise qui a commencé en 2020, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté a explosé et pour maquiller un peu les chiffres, voilà comment ils ont procédé. Dans ce rapport, le seuil de pauvreté est porté pour l'analyse à 50% du niveau de vie médian, plus faible que le seuil de 60% qui est le plus souvent utilisé. Cette analyse avec ce seuil aboutit à un nombre de pauvres presque 2 fois moins élevé, 5 millions contre 9 millions, mais permet un focus sur des populations en grande difficulté, précise le rapport. Alors finalement, ils se sont dit que les gens entre 50% et 60% du revenu médian, ils étaient pas si pauvres que ça finalement. Du coup, ils ont abaissé le seuil à 50%, et hop, on est passé de 9 millions de pauvres à 5 millions, dis donc. C'est génial ça. Des millions de personnes au chômage, des millions de personnes sous le seuil de pauvreté, des SDF qui meurent de froid, chaque hiver au pied de nos immeubles. Mais par contre, en France, on a Bernard Arnault et ses 150 milliards de dollars de fortune. Alors je vous vois venir avec vos commentaires, ouais mais c'est pas vraiment sa fortune, c'est des actifs qu'il possède, c'est pas du cash. Ah putain, arrêtez de dire des conneries. Vous pensez quoi que le mec il a 3000 € sur un PEL et puis que tout le reste c'est des actions en bourse? Évidemment qu'il y a beaucoup d'actifs et que c'est pris en compte dans sa fortune. Mais tous ces actifs représentent une toute petite partie de son patrimoine. Arrêtez avec cet argument bidon. Je sais pas pourquoi je m'énerve moi. Bref, ces inégalités sont déjà colossales, mais le plus drôle c'est qu'elles vont continuer de grandir. Rien ni personne ne peut empêcher un mec comme Bernard Arnault de gagner 10 milliards de plus, ou 100 milliards, ou 200 milliards. Le truc c'est qu'une fortune aussi grande ne provient évidemment pas du travail d'un homme. Entre 2020 et 2021, il a gagné 74 milliards de dollars. J'ai calculé, si le mec bosse 35 heures par semaine, ça lui fait un taux horaire de 44 millions. Ouais, il gagne 44 millions de dollars à chaque heure de travail. C'est cadeau. Sa fortune provient évidemment de la captation d'argent public et d'une politique extrêmement favorable de la part de tous les gouvernements qu'il a financés. Troisième raison, tout. Voilà, ça c'est fait.
En fait, le néolibéralisme est une forme de société qui est à la base de la plupart des gros problèmes actuels. Je pourrais passer des heures et des heures à faire le lien entre un problème précis et le néolibéralisme. Le truc, c'est que tout le pouvoir est entre les mains de ces énormes sociétés privées. Plus ils ont de pouvoir et d'argent, plus ils en veulent. Et je vais prendre un petit exemple tout bête. J'étais en voyage au Mexique dans la ville de Puebla, au sud de Mexico, et il y avait une manifestation parce que là-bas ils ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Au Mexique, comme dans la plupart des pays pauvres, il y a 4 sociétés qui détiennent toutes les sources d'eau. Nestlé, Danone, Pepsi et Coca. Dans la manifestation, je vois qu'il parle d'un ancien président. Alors en cherchant un peu, je tombe sur Vicente Fox. Le mec était président de la filière mexicaine du groupe Coca-Cola à partir de 1974 et en 2000, il est devenu président du Mexique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un pays quand le président de la République est un ancien président de chez Coca-Cola? Eh bien déjà, le Mexique est le premier pays consommateur de Coca au monde. Certainement le hasard. Avec ça, il y a évidemment des problèmes d'obésité et de santé en général. Ensuite, les sources d'eau mexicaines ont été cédées en partie à Coca pour qu'il fasse toutes ces boissons sucrées, mais aussi de l'eau en bouteille. Ça veut dire que le réseau d'eau courante potable n'a pas été développé dans tout le pays, donc les gens sont obligés d'acheter de l'eau en bouteille. Sauf qu'il y a énormément de pauvres au Mexique qui ne peuvent pas s'acheter de l'eau en bouteille tous les jours, parce que l'eau en bouteille, ça coûte plus cher que de l'eau au robinet. Du coup, il y a des gros problèmes d'accès à l'eau potable et les gens tentent de se révolter un peu. En plus de tout ça, il y a une très grande consommation de plastique et comme le pays est assez pauvre, il n'y a pas un bon ramassage d'ordures ni de tri. Je vous laisse imaginer la pollution que ça engendre. Bref, le néolibéralisme, c'est génial pour Coca-Cola, mais c'est l'enfer pour les Mexicains. Leur utopie, notre cauchemar. Le Mexique et Coca, c'est juste un exemple. En France, on sait que Macron vient de chez Rothschild, mais en réalité, c'est partout pareil. Regardez ce qu'en dit Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. Sorry, that's true in Argentina as well. It's true in Argentina and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, with a young global leader, but... Voilà, un économiste que vous ne connaissez pas, pour qui vous n'avez pas voté, mais qui dit ouvertement qu'il a la main mise sur pas mal de choses, vu qu'il a infiltré certains cabinets et que même le président français est passé par chez lui. Bref, pour résumer, le néolibéralisme peut se comprendre facilement en 3 points. Privatisation de tout, ou quasiment. Des marchés dérégulés régis par l'offre et la demande. Impossibilité, ou presque, pour les États d'intervenir sur ces marchés. Un monde entièrement privé régi par des marchés financiers avec des États sans aucun pouvoir. Voilà ce que le néolibéralisme souhaite. Et vous savez quoi? Il a déjà gagné. En France, il ne reste que 2 gros morceaux à privatiser, c'est la santé et l'éducation. Et ils ont déjà commencé. Ceux qui travaillent dans les écoles ou dans les hôpitaux savent que ça bouge énormément ces dernières années, et pas dans le bon sens du terme. Bref, le néolibéralisme, c'est un monde sans pitié, où tous les humains sont en concurrence permanente, et dans lequel vous n'êtes que le jouet d'une multinationale et de ses actionnaires. Bon, maintenant qu'on a le moral dans les chaussettes, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est hyper facile de lutter politiquement contre le néolibéralisme. Il suffit de faire à l'inverse de tout ce qui a été fait ces 50 dernières années. Il faut créer du service public d'envergure et de qualité pour une société où le pouvoir des entreprises privées est en équilibre avec celui d'un État-providence. Ça serait un monde parfait.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'à l'image de Klaus Schwab, de Macron ou du président mexicain, les grandes entreprises et les financiers ont corrompu la quasi-totalité du monde politique et surtout, ils ont acheté la quasi-totalité des médias pour faire la propagande de leur idéal. Ouais, du coup, très mauvaise nouvelle. La lutte idéologique, elle est plutôt évidente, mais pour la transformer en quelque chose de concret sur le terrain politique, j'en ai aucune idée. Si vous savez par où commencer d'ailleurs, vous pouvez nous le dire en commentaire.